Donc bonjour ou rebonjour à tous et bienvenue pour ce mardi de l'OCIR. Nous allons démarrer par une présentation sur la sécurité du système d'information d'un groupe industriel de taille intermédiaire et à l'international, Mersen. Donc je te laisse la parole. Merci. Donc, je suis le responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupe. J'assiste depuis quelques années aux réunions de l'OCIR que je trouve vraiment très intéressantes. Alors, contrairement à tous les spécialistes qui s'expriment, moi je suis plutôt un généraliste et puis je vais vous parler des problématiques et des opportunités aussi qu'on a dans un groupe de notre taille. Donc déjà, je vais vous expliquer le contexte de l'entreprise parce que c'est quand même assez important. Donc on est une entreprise industrielle, donc on a des usines et on fabrique des produits non pas pour le grand public, mais pour des industriels. Et ces produits peuvent être très différents comme vous le voyez là. Donc on n'a pas une usine type, on a beaucoup d'usines avec des matériels lourds et très différents partout dans le monde avec des collègues qui parlent toutes les langues. Donc je vais basculer sur la présentation. Donc en gros, par exemple, je vais vous montrer des exemples de produits qu'on fabrique. Par exemple, dans une éolienne, on va fabriquer tout ce qui va capter le courant sur la turbine qui est en rotation, c'est-à-dire c'est des pièces en graphite. Notre expertise là-dedans, c'est vraiment le dosage. C'est-à-dire que si la pièce est trop dure, on va abîmer le moteur. Et si elle est trop molle, on va dire, on va devoir changer ces pièces très souvent et donc avoir des coûts de maintenance très élevés. Donc notre expertise, elle se situe là. Pareil sur l'autre partie qui sont des fusibles. Le fusible, il doit claquer au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. C'est vraiment cette notion de dosage qui est importante. On retrouve nos produits, par exemple, dans la cuisson du silicium. On va poser le silicium sur des plaques en graphite. Je donne quelques exemples parce qu'on a vraiment énormément de produits très différents. Et par exemple, dans les transports, on va avoir des fusibles et également tout ce qui va capter le courant sur le métal des voies ou des signaux est en graphite. Par exemple, le TGV, les pantographes sont en graphite et c'est nous qui les faisons, donc ça va relativement vite. Il faut voir que si la pièce est trop dure, ça peut abîmer la ligne, enfin ça pose d'énormes problèmes. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, nos produits ne sont pas standards, donc nos usines ne sont pas standards. Il faut savoir qu'une locomotive, la même locomotive sur deux voies différentes ne va pas avoir les mêmes produits et les mêmes réglages. Donc il va y avoir un dialogue entre nos ingénieurs et les ingénieurs du pays. Et quand je parle du pays, il faut voir qu'on est partout dans le monde et qu'on est en position soit de premier, soit de deuxième du marché dans tous les pays. C'est-à-dire que si vous démontez un moteur de train, d'éolienne, vous allez retrouver nos produits partout dans le monde. Donc on fait un chiffre d'affaires d'environ 800 millions d'euros, 772. On est rentable et on a à peu près 6000 employés dans le monde. Mersen, c'est un groupe d'origine française qui a plus d'un siècle. Donc on a donc, comme je vous l'ai montré, deux familles de produits, des produits de type, on va dire, fusibles, je simplifie, mais c'est des fusibles industriels, certains peuvent être très gros. Et on a des matériaux à base de graphite et de carbure de silicium aussi, qui peuvent aller de, ce sont des échangeurs thermiques, ça peut faire 20 mètres de haut. Et puis les balais, les balais de captage de courant, ça peut être gros comme presque la table, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on va regarder au microscope et qu'on va mettre dans un satellite. Donc en fait, comme on est un leader mondial, on va avoir une problématique. Vous avez vu qu'avec 6000 personnes, on va avoir des tailles d'usines qui vont être plutôt de la taille d'une PME. Et donc, on va avoir des moyens de PME partout dans le monde. Donc, en fait, on a une masse critique pour traiter avec les grands acteurs de l'informatique qui va être complexe. Par exemple, si vous voulez acheter des PC, on va vous dire, ce volume-là, dans un pays, ça nous va, mais les grands de l'informatique vont vous dire, oui, mais dispersé sur le monde entier, ça va nous poser un problème. Vous n'avez pas une taille qui nous intéresse. Je vous donne un exemple, mais c'est une problématique qu'on va retrouver dans beaucoup de domaines. On est dans l'industrie, donc les ressources informatiques sont quantitativement réduites, et surtout sur les petits sites où là, vous n'avez pas d'effet de volume. Quand vous avez une usine où il y a 30, 40 personnes, vous n'avez pas d'informaticiens en général. On a une forte dispersion géographique et linguistique, vous allez voir, parce que nous devons être proches de nos clients. C'est-à-dire qu'en Inde, l'ingénieur du client, il veut avoir un technicien ou un ingénieur indien en face.
Parce que non seulement pour la langue, mais aussi pour la connaissance du pays, parce qu'il faut avoir plein de contraintes qui ne sont pas forcément évidentes pour quelqu'un qui travaille aux États-Unis ou en Europe. Et surtout, comme je vous l'ai indiqué, on a des produits et des procédés multiples, c'est-à-dire qu'on a des produits qui vont être fabriqués en grande série, et puis d'autres qui vont être fabriqués à l'unité et qui vont prendre plusieurs mois de conception. Alors ça, c'est un petit peu les difficultés que nous avons dans notre contexte. Et puis les atouts, c'est une taille humaine, c'est-à-dire que c'est relativement facile de connaître tous ses collègues un peu partout dans le monde. Il y a peu de niveaux hiérarchiques. On n'a pas beaucoup de turnover, même en Asie. Pour la sécurité des systèmes d'information, ce qui est intéressant, c'est comme on est dans une industrie, on a une forte culture de la sécurité. C'est-à-dire que nos ingénieurs sont très motivés par la sécurité physique. Et c'est quelque chose qui est vérifié avec beaucoup de soins et de rigueur lors des audits sur site. Et puis, on a des équipes motivées et consciencieuses. C'est important. Je pense qu'on a des gens qui aiment leur métier. Parce que, comme c'est une société à taille humaine, et puis on voit bien ce qu'on fabrique. C'est-à-dire que vous pouvez voir le produit de A à Z. Hein, sur certains sites, le technicien appelle directement l'ingénieur, son client, et puis participe à la fabrication du produit quasiment de A à Z. Alors, au niveau des systèmes d'information, donc nous sommes dans 35 pays, comme vous l'avez vu dans la présentation tout à l'heure, mais en fait, on a 75 sites. Ces sites vont de 5 à 400 PC. En tout, on en a 4000. Alors, quand vous avez 4000 PC avec un taux de renouvellement, ça fait un peu moins d'un volume de 1000 PC par an. Quand vous allez voir Dell et que vous leur dites que vous voulez mettre ça partout dans le monde, pour eux, commercialement, ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut avoir des arguments pour leur dire oui, ok, mais ça va être plus simple pour vous parce qu'on va avoir qu'un seul master unique. Donc en fait, on a un master unique, c'est-à-dire que vous allez en Chine ou en Inde ou aux États-Unis, c'est le même noyau, c'est la même image chez Dell, pour parler techniquement, qui va être déployée. On a 400 serveurs qui peuvent être soit dans nos data centers, soit déployés sur certains sites. Et en tout, l'informatique chez Mersenne, c'est à peu près 80 personnes pour gérer tous ces sites. Et dans ces 80 personnes, eh bien, vous avez des personnes qui ne sont pas informaticiens. C'est-à-dire que sur certains sites de 30 personnes, nous avons des correspondants qui sont directeurs financiers, ingénieurs. Donc ça aussi, c'est une problématique, je pense, qui est propre aux ETI. C'est-à-dire que vous devez faire passer vos demandes, vos requêtes à des gens qui ne sont pas forcément des techniciens dans votre domaine. Au niveau de la politique de sécurité des systèmes d'information, en fait, il y a deux organes. Donc, elle dépend de la DSI et également avec un lien fonctionnel très fort avec l'audit. Et on verra après que c'est quand même un avantage. Sur les sites, les personnes qui doivent appliquer cette politique sont ce qu'on a nommé les correspondants de systèmes d'information. Il y en a un sur chaque site. Ce ne sont pas toujours des informaticiens, comme je l'ai dit. Et au niveau des plaques géographiques et des métiers, nous avons également des correspondants qui englobent tout leur domaine. Tout ce qui concerne en fait l'informatique est publié dans un intranet que j'ai symbolisé ici. Chaque fois qu'il y a une nouveauté, elle est diffusée par mail. On a une mailing list assez importante, pas que des informaticiens dedans. On a fait l'année dernière une formation en ligne, une sorte de e-learning, qui est diffusée pour les informaticiens, mais aussi qui sera accessible pour les utilisateurs cette année. Pour mettre cette politique en place, on s'est inspiré fortement de l'ANSSI, donc des règles du document, des règles de l'hygiène, qui sont... en fait, ce document était très bienvenu parce qu'au départ, en fait, on appliquait ces règles un peu sans le savoir, mais on avait du mal à trouver une documentation sur laquelle s'appuyer et qui donne une légitimité à cette politique. Et quand les documents sont sortis, c'était assez intéressant et en plus, ils étaient disponibles en anglais. Et puis également, on essaye de faire référence à l'ISO 27001, même si on n'est pas du tout, comment dire, on n'a pas de compliance avec l'ISO 27000.
Globalement, notre objectif, c'est d'avoir un niveau de sécurité raisonnable, mais surtout de l'avoir sur un spectre extrêmement large, que ce soit dans les applicatifs. On ne va pas laisser des sites, c'est pas parce qu'un site est petit qu'on doit moins s'occuper de lui. Et puis surtout d'avoir un bon dosage, un peu comme nos produits, pour être certain que nos utilisateurs vont pouvoir accepter les règles qu'on va leur imposer. Donc avant de parler de la sécurité, c'est aussi important de parler de l'informatique, de la politique vraiment informatique du groupe. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la politique de sécurité bénéficie beaucoup du fait qu'il y a une rationalisation très forte des systèmes en 10 ans. On avait énormément de RP, beaucoup de messagerie. On a tout regroupé dans 4 centres de données avec une solution unique de RP. Pareil pour la messagerie, pareil pour le master, pour les terminaux mobiles. Et on a un réseau professionnel qui est indépendant d'Internet. Donc là, il n'est pas unique parce que c'est difficile d'avoir un opérateur qui couvre tous les pays du monde, en fait. Ou alors c'est très cher. Le gain de cette rationalisation, elle est évidente, hein. Moins vous avez de choses à sécuriser et plus c'est simple, on va dire. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous avez plus de points névralgiques dans votre système. Donc là, je vais vous détailler quelques éléments de protection que nous mettons en place, que nous essayons de bien gérer. Donc déjà, tout part d'une cartographie des risques. Historiquement, on avait une cartographie des risques où on allait interroger un petit peu les informaticiens et puis c'est tout. Donc les informaticiens, ils ont des problèmes avec les ordinateurs, les centres de données, mais en général, ce n'est pas une grosse surprise. On a décidé de la mettre à jour annuellement et puis surtout de l'envisager sous un angle métier. Pourquoi? Parce que chez nous, ce qui est important, ce n'est pas exactement l'informatique, c'est ce qu'on va faire avec. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui, s'ils s'arrêtent, vont coûter soit de l'argent, soit avoir des problématiques de confidentialité. Et ces systèmes sont critiques. Ce ne sont pas forcément les informaticiens qui les connaissent. Donc en fait, cette analyse de risque maintenant est basée sur nos utilisateurs qui vont nous dire, moi dans mon usine, c'est ce process-là qui est important. Et avec cette information, on va voir si dans ce process, il y a de l'informatique ou non. Donc on a un petit peu traité les choses à l'envers de ce qu'on faisait avant. Les deux analyses sont complémentaires. Il faut savoir que par l'analyse métier, on a découvert des choses qu'on ne soupçonnait pas forcément. On s'appuie beaucoup sur la surveillance en temps réel de nos centres de données. Cette centralisation, justement, nous a permis d'avoir des consoles globales sur le groupe. Donc les consoles, c'est bien parce que ça nous permet aussi de comparer les sites par rapport aux autres, de voir quels sites ont des bonnes méthodes et quels sites n'en ont pas. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Hein. Donc là, c'est une console toute simple, hein, c'est basé sur NACVIS. Ça représente tous nos sites. Vous voyez tous nos sites. Là, l'information, elle est vraiment basique. Hein. Est-ce que le routeur du site est allumé ou pas? Il faut savoir qu'avec ça, quand vous donnez cette information-là à un gestionnaire de la zone, par exemple, qui est en Asie, qui est en Chine, lui, s'il a un problème à 3 h du matin, il n'y a pas forcément quelqu'un en Europe. Les centres de données étant ici, si son routeur est en panne ici, il va contacter un fournisseur chinois à 3 h du matin, pas de problème. En faisant ça, il va juste gagner 3 ou 4 heures, facile. Si on n'a pas ça, il faut par exemple avoir des équipes 24 sur 24 en centrale en Europe ou aux États-Unis, ce que nous n'avons pas. On estime que ces consoles de supervision ne doivent pas être accessibles uniquement à la DSI, mais également au moins aux gestionnaires de zone pour leur donner de l'autonomie et de la compréhension dans les systèmes d'information. Pareil, avoir une console de supervision de ce type-là, ça permet également à vos directions de mieux visualiser l'étendue et parfois la difficulté d'un système d'information. Parce que des fois, on pense à 2-3 sites principaux, mais on ne pense pas à toute l'étendue du problème quand on veut déployer de nouvelles solutions.
Alors, on a d'autres consoles hein, que je ne montre pas là. Pour les éléments de protection, on se base beaucoup sur la diminution de la surface d'attaque. Je prends l'exemple du master, hein, le master Windows. On a un petit peu une philosophie Linux, c'est-à-dire qu'on va commencer par mettre uniquement les choses dont on a besoin. On va couper et désinstaller tout ce qui ne nous sert pas. Donc ça a deux bénéfices. Hein. C'est que en général, le PC, il va utiliser il va être plus économe, il va être en général plus rapide. C'est toujours un petit peu compliqué d'enlever des choses parce que vous vous dites mais comment les utilisateurs vont-ils ressentir ça ou de brider des configurations. En fait, ce qu'on fait, on élabore ça en groupe de travail, c'est-à-dire qu'on fait des équipes d'informaticiens un petit peu multinationales, on leur envoie les images, ils font les tests, ils font des pilotes avec leurs utilisateurs et ensuite ils nous renvoient leurs commentaires, enfin... Comme je vous ai dit tout à l'heure, le groupe étant, on n'a pas énormément de collègues, hein, vous avez vu 80 à l'informatique, c'est relativement simple hein, de faire ce genre de choses et de travailler en équipe. Et avec un turnover faible, on connaît bien nos collègues, donc ça c'est un avantage et je pense qu'il faut en profiter. On a à peu près le même esprit pour toutes les applications groupes, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est être présent à la sécurisation des applications dès le cahier des charges, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment crucial, parce qu'une fois qu'une application est déployée, c'est très compliqué ensuite d'y toucher, de verrouiller certaines fonctions. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'important, qui n'est pas toujours simple à faire. Hein. Défense en profondeur. On essaye de faire en sorte que les PC ne soient pas exposés directement à Internet, mais d'interposer des passerelles de navigation, d'anti-spam entre les PC et Internet, et l'extérieur, on va dire. Donc pour nous, l'idéal, ce serait qu'un PC ne réagisse jamais à une menace, n'arrive jamais jusqu'à un PC, ce qui est un vœu pieux, bien sûr. Donc par exemple, on a un filtrage URL globalisé hein, on gère ça centralement. On essaie d'avoir des antivirus de navigation différents, des systèmes différents pour la navigation, par exemple par rapport à celui qui est sur les PC. Est-ce que ça vous donne des résultats, le fait d'avoir un antivirus de navigation, un antivirus PC? Différents? Oui, est-ce que ça se compte par dizaines ou centaines, les virus qui sont attrapés par l'un et l'autre, ou est-ce que c'est un de temps à autre qui aurait pu passer, qui est rattrapé par... Oui, alors on a par exemple sur la messagerie, alors les PC, oui effectivement, sur la messagerie aussi, on a deux antivirus différents. Et bien, parfois, il y a surtout quand il y a au début des 0 day, hein, quand il y a des nouveaux virus, il y a une messagerie qui réagit, pas l'autre. Enfin, un anti-spam qui réagit et pas l'autre. Est-ce qu'au final, si je prends l'exemple de Virus Total, par exemple, ou de Irma, qui a été développé par Quarks Lab, puisque là on dit de 1 à 2 j'ai le meilleur résultat, mais est-ce que de 1 à 50 finalement les résultats ne seraient pas meilleurs? Est-ce qu'on ne peut pas pousser le vice jusque-là à dire si chaque fois que j'en ajoute un j'ai une meilleure couverture, où est la limite? Alors la limite elle se situe plutôt dans l'utilisation, c'est-à-dire que nous on a quand même un peu, comment dire, notre crainte c'est un petit peu les faux positifs. On n'a pas vraiment les moyens de gérer finement les faux positifs. Donc c'est pareil, c'est une question de dosage. On estime qu'avec 2 antivirus, on arrive à s'en sortir. Si on en avait plus, je pense qu'on aurait peut-être des problèmes de suivi. Mais je ne sais pas, hein, c'est peut-être quelque chose à étudier. Oui. J'ai 2 questions. La première, depuis combien de temps est-ce que vous avez intégré la sécurité dans vos développements et dans les cahiers des charges? Alors, depuis 4 ans. Je suis, mais avant on le faisait quand même. Il faut voir que dans l'équipe informatique, les gens sont très conscients de ça, sont très concernés par la sécurité des systèmes d'information, parce qu'ils ont bien vite fait la relation entre la sécurité puis la qualité et la fiabilité des produits quand même. Ça va quand même un petit peu avec. Alors, par contre, quand je parle, il faut voir qu'on développe peu en interne. Hein. On a peu d'applications spécifiques. On se sert de solutions, de logiciels du marché. Hein. Pareil, on essaye d'éviter le spécifique parce que c'est quand même compliqué à gérer dans le temps. Important aussi, ça. Dans les groupes de taille importante, vous avez des nouvelles sociétés qui arrivent.
bon, on s'est vite aperçu qu'il ne faut pas brancher une nouvelle société comme ça directement, parce que nous, on va acheter des sociétés qui ont des tailles de PME et qui ont donc une sécurité informatique de PME. Et puis dans certains pays, en plus, la notion de sécurité n'est pas forcément la même qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Donc très vite, moi j'ai demandé à ce qu'on bride les accès de ces sociétés, on leur donne juste le minimum, en attendant qu'ils arrivent à un niveau de sécurité équivalent aux autres sites du groupe. Ça c'est quand même important. Alors, ce qu'on a développé depuis pas mal d'années, c'est des audits informatiques à distance. Alors pour les pentesters qui sont là, je suis un peu complexé de dire ça, parce qu'en fait on fait du pentest, je vais dire, d'administrateur réseau, mais quand même ça donne des résultats. Donc pour ça, on utilise un outil de vulnérabilité qui est très, très simple. En fait, on va voir à distance le site comme un bon administrateur réseau, on va dire, puis on va essayer de voir eh bien, s'il y a des vulnérabilités, si les patchs ont été appliqués, si les partages réseau sont corrects ou non. Et puis, en faisant ça, déjà, on va trouver pas mal de choses. On regarde aussi toutes les alertes qui vont revenir sur les consoles. Et puis, en fait, avec toutes ces vérifications de conformité, en général, on a une idée assez précise du niveau de sécurité du site. On essaye de placer ces audits informatiques à distance, de les positionner juste avant les audits de groupe, où là, l'audit va se déplacer sur le site. L'audit a toutes les données en main, et donc, il va pouvoir vérifier si ce qu'on a trouvé ou pas est véridique. En général, ça correspond assez bien. Ce qui est très intéressant aussi avec ces audits de groupe généraux où j'essaie de participer et de faire la partie informatique, c'est que les entretiens avec les équipes sont vraiment très très riches en informations. Et on va peut-être en parler après, mais en fait nos utilisateurs sont très consciencieux en fait. Et quand il y a des dérives en termes de sécurité, c'est en général pour bien faire. C'est parce qu'ils ont besoin de développer quelque chose qui va leur rendre service, qui va améliorer la productivité, et ils ne pensent pas du tout au risque que ça peut engendrer. Et c'est là où le dialogue est très important. On a aussi des audits externes, parce que on a besoin de se faire vérifier, parce qu'on n'est pas non plus des hyper spécialistes de la sécurité. Donc on fait auditer la politique. On a des études périmétriques pour voir si nos points d'accès sur Internet sont sécurisés ou non. Et puis aussi, on essaie d'avoir des réunions d'échange avec des sociétés qui sont comparables à la nôtre, qui ont à peu près les mêmes problématiques. C'est aussi un peu pour ça que je suis là, parce que s'il y a des sociétés qui se reconnaissent dans ce genre de type de présentation, pour nous c'est intéressant de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. On a un autre élément qui est important aussi, c'est de la cybersurveillance. Il faut voir que nous, on n'a pas les moyens de savoir si sur Internet, des données qui nous appartiennent, qui seraient liées à Mersenne, sont trouvées. Donc là, on s'appuie sur une société extérieure pour savoir si, par exemple, quand il y a une fuite LinkedIn, si on a des utilisateurs qui ont été touchés. Et en général, je serais bien étonné qu'on nous dise non, parce que LinkedIn, vu les fuites qu'il y a eu, et tout ce genre de sociétés qui ont des fuites, se retrouvent. Et un réseau comme LinkedIn, vous avez forcément des salariés qui se sont inscrits. Quel est le risque? C'est simplement s'ils ont, au cas où ils auraient mis le même user mot de passe que dans la messagerie ou quelque chose comme ça. Puis surtout, ça permet de communiquer, de dire attention, merci de changer votre mot de passe, et puis de leur montrer aussi qu'on surveille, qu'on gère cet aspect des choses, qu'il y a une charte des réseaux sociaux, d'utilisation des réseaux sociaux dans l'entreprise, et qu'il y a les chartes d'une part, et puis il y a aussi le contrôle d'autre part. Toutes les notices d'installation, les instructions de sécurité sont disponibles sur l'intranet. Pourquoi? Parce que quand vous avez un directeur financier qui est à la tête d'une petite usine, eh bien, il faut qu'elle soit diffusée aux prestataires. On considère qu'à la fin, c'est le prestataire qui va être le garant de la mise en place de cette politique. Quand on fait une documentation pour les utilisateurs, on essaye le plus possible de la faire multilangue, ça veut dire 6 ou 7 langues en général, parce que sinon
On a beaucoup d'utilisateurs qui ne parlent pas anglais, ou pas assez bien. Pour tout ce qui est formation en ligne, c'est anglais, français, chinois. Et là, je dirais, ce n'est pas forcément de la communication, mais c'est de la communication par l'exemple. C'est-à-dire que quand, chez nous, on veut déployer quelque chose, il vaut mieux prouver que ça marche. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pilote sur un site qui est en général pas en France, qui va être, on va dire, géographiquement lointain. Ensuite, on va déployer au siège social et à la DSI. Et puis après, on va dire aux autres, bon, ok, ça marche pour l'encadrement, ça marche pour vos collègues. Et donc après, on le déploie. Et ça, quand on va le déployer, évidemment, il va y avoir les réglages de sécurité. Enfin, Et ça, c'est une solution qui marche relativement bien. Alors, les facteurs de succès dans les entreprises de notre taille, hein, ce que nous, quand je parle avec les équipes, c'est que déjà, il faut que... C'est bien que l'encadrement fasse ce que vous dites. C'est-à-dire que si vous dites la politique de sécurité, c'est iPhone ou je ne sais pas quoi avec le MDM, si vous avez des patrons qui se baladent avec autre chose, ça va vous poser un problème. Donc nous, nos directeurs, nos cadres sont vraiment les ambassadeurs, hein, de la politique. Ensuite, le dialogue avec les utilisateurs. Quand vous allez sur un site industriel, que vous discutez avec un ingénieur qui va faire la maintenance ou qui va être responsable de maintenance, c'est quelqu'un qui est très très focalisé sur la sécurité parce qu'il va gérer des fours, il va gérer des machines-outils qui peuvent être dangereuses et c'est quelqu'un qui pense tout le temps à la sécurité, mais à la sécurité physique. Et lui, par exemple, il va vouloir de chez lui voir si son four fonctionne bien tout le temps. Ce qu'il ne va pas voir, c'est que le moyen qu'il va employer pour voir son four chez lui, n'est pas sécurisé. Une fois que vous lui avez fait comprendre que TeamViewer version grand public sur son Android à la maison, ce n'est pas une bonne solution et que vous lui dites pourquoi, votre problème il est réglé. Parce que tout de suite, il va dire « Ah oui, effectivement, je n'ai pas du tout pensé à ça ». Et comme il est focalisé sécurité, il va dire bah, « Toi, quels sont vos outils? Qu'est-ce que vous nous proposez de sécuriser ?» Et là, on va lui proposer une autre solution, qui sera peut-être un petit peu moins ergonomique, mais une fois qu'il a compris que son PC qui était disponible à ses enfants autour de lui, tout de suite, le lien est fait. Donc il faut vraiment provoquer ce déclic. Et ça, c'est surtout vrai pour tout ce qui est politique sur les matériels industriels. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas arriver uniquement avec je dirais, des normes, arriver avec des documentations techniques. Il faut vraiment convaincre les utilisateurs dans certains domaines. Alors, on a un indicateur clé de suivi pour les sites. Je vous ai dit qu'on essayait de mettre en place une défense en profondeur. Donc théoriquement, sur un PC, si tout était parfait, dans un monde idéal, vous n'auriez jamais d'alerte de sécurité. Or, évidemment, il y a un résiduel. Donc en fait, on essaye simplement de mesurer chaque mois combien de PC ont réagi à une menace. Par exemple, on a mis une clé USB, hop, détection virale. Quand on fait ça dans le groupe, on a une moyenne d'environ 4%. C'est-à-dire que 4% des PC du groupe détectent des menaces. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on a les mêmes réglages partout et que c'est étendu à tout le groupe. Oui. Quand vous parlez de PC, c'est PC fixe, tablette, tout, serveur est compris. Les serveurs sont dans cette non, on n'a pas fait les tablettes et les mobiles pour l'instant. Mais vous avez raison, il faudrait le faire, enfin, on pourrait mettre plus de choses. Ce ratio en lui-même, il ne veut rien dire, parce que suivant les réglages de votre antivirus, vous pouvez détecter de l'heuristique, vous pouvez détecter plus ou moins de menaces. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la comparaison des sites les uns avec les autres. Et en fait, à la fin, on arrive à peu près à quelque chose comme ça. Sur un site Mersenne qui n'est pas conforme, qui ne va pas respecter ce qu'on va dire, c'est par exemple un master où il y a les droits administrateurs, où les personnes peuvent installer des choses, on va avoir à peu près 20% des PC qui vont détecter des choses, qui ne vont pas forcément être infectés. Par exemple, imaginez, vous avez dans le parc, enfin, je vais revenir après sur deux exemples qui illustrent un petit peu ça. Les sites qui respectent vraiment bien la politique se situent à moins de 1%. Et quand on intègre des sociétés, je vous ai dit, on a une politique d'intégration des sociétés externes, quand on les achète, eh ben on se trouve... c'est relativement fréquent d'avoir des ratios de 80%.
Et pas uniquement en Asie. Il ne faut pas croire que les Asiatiques sont plus mauvais que... Ça peut se passer aux États-Unis, en Europe. C'est vraiment une question de direction. Alors je ne sais pas si ça correspond à ce que les auditeurs ici peuvent voir, mais ça c'est quelque chose de tout à fait... on s'y attend quand on achète une entreprise. Je vais vous donner 2 exemples qui ont été trouvés suite à ce type de ratio. Une usine en Inde. Alors nos sites indiens sont des résultats très corrects. Par contre sur un site, ça n'allait pas du tout, ils avaient un taux de virus qui était haut comme ça. Et donc on est allé les voir avec le responsable indien qui n'était pas très content, qui leur a demandé aux utilisateurs mais pourquoi est-ce que vous avez autant d'alertes? Et donc ils nous ont dit mais c'est les clés USB. Alors, les clés USB parce qu'on doit aller en face au magasin d'imprimerie pour imprimer les plans de nos clients qui sont très grands. Donc là on a entendu ça, on était un petit peu... Et donc en fait pourquoi est-ce qu'ils allaient là? Moi, j'ai pensé au début que c'était parce que les quotas de la messagerie étaient trop faibles, qu'ils ne pouvaient pas envoyer leur plan par Internet à leurs clients, qu'il fallait faire quelque chose, utiliser le cloud de Mersenne. Et là, ils nous ont répondu, oui, mais nos clients n'ont pas Internet. Donc il fallait vraiment leur envoyer des plans papier. Donc, bon, on a pris une imprimante plus grosse, c'est tout. Mais pour eux, ils pensaient bien faire. Voilà. Donc, quand on leur a expliqué que dans le copieur de la petite boutique en face, il y avait un disque dur et puis que les plans, ils pouvaient rester dans le cache et tout ça, donc tout de suite, les commerciaux se sont dit, oui, effectivement, ce n'est pas une très bonne idée. Mais c'est typiquement le genre de choses qu'on peut avoir en remontant ce type d'indice. Pour nous, c'est un outil. Bon. Un autre exemple, sur un site en Europe, on a eu pareil, l'indice a monté fortement, donc j'ai appelé le site, et puis on s'est aperçu que en fait, c'était une découpeuse à jet d'eau, c'est un engin assez gros, qui était piloté par un PC qui était en XP et qui n'était pas connecté au réseau, mais le jour où ils l'ont connecté, évidemment, donc il n'y avait pas d'antivirus dessus, tout simplement parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un PC dans cet appareil, dans ce système. Par contre, tous les autres PC autour, eux, ont réagi, ils ont dit parce qu'un virus, il essaie de se propager. Donc l'indice a monté, et puis on a essayé de régler ce problème. Alors pourquoi c'était encore de l'XP? Parce que quand il a fallu l'upgrader en quelque chose de plus récent, pour un PC, il y en a quand même eu pour 20 000 €. Donc ça, c'est la problématique du matériel industriel, c'est parce que vous avez des choses qui coûtent relativement cher pour un site de cette taille. Et quand on a la chance que le fabricant existe encore. Comme ça, je vais embrayer sur la sécurité des systèmes industriels. Donc on a commencé à regarder ça en 2004. À l'époque, les choses étaient connectées plutôt en RS-232, enfin il y avait peu de liens avec l'informatique. Par contre, en 2013, quand je suis rentré en fonction, j'ai vraiment poussé sur ce sujet, parce qu'entre-temps, il y avait beaucoup plus de choses connectées. Comme je l'ai dit au début en préambule, on a une large gamme de produits, on a beaucoup d'outils de matériel industriel différents, ça peut être des presses, des fours. Évidemment, ce ne sont pas des choses qu'on va acheter en masse et qui sont normalisées. En général, certains sont faits sur mesure, d'autres sont même fabriqués par nous-mêmes. Et puis, quand ils ont été mis en place, les systèmes informatiques, c'était ceux de l'époque. Pour un ingénieur, une presse de 10 ans, ce n'est pas vieux. Par contre, pour le système informatique qui est dedans, c'est très ancien. Donc là, lors des audits sur site, des fois, au départ, quand on a appris la fonction, on a découvert des choses tout simplement en se baladant dans les usines, parce que même l'informatique du site n'était pas au courant qu'il y avait de l'informatique dans un outil industriel. Et ça, je pense que c'est comme ça dans beaucoup d'entreprises de notre type. Je ne vois pas comment ça pourrait en être autrement. Sauf si ce sont des entreprises qui achètent, qui renouvellent leur matériel très souvent et qui achètent les choses de manière standard. Mais dans ce domaine, c'est très, très complexe. Donc, comment on essaye de gérer ce problème? Alors, on va identifier déjà les sites qui ont beaucoup de matériel industriel, parce que des fois, on a des sites qui sont plus des bureaux de vente. Sur les sites qui sont identifiés, on va nommer un responsable industriel pour ces choses-là,
qui va être en binôme avec le correspondant informatique. En fait, l'idée, c'est d'abord d'avoir la liste du matériel qui dispose d'informatique à l'intérieur, mais aussi, et là c'est beaucoup plus important, c'est d'évaluer les risques associés au matériel, savoir si ce matériel est très important ou pas. Les risques, on les classifie en risques physiques, la première chose, savoir s'il y a un risque physique associé. Un risque de confidentialité, parce qu'il y a des données confidentielles dedans, et puis un risque financier. Si le dispositif s'arrête, combien est-ce que ça peut nous coûter potentiellement? Alors, ces responsables industriels, il y en a beaucoup en fait, hein, des responsables de maintenance qui connaissent l'informatique, mais qui n'étaient pas du tout en relation avec l'informatique du site, parce que pour eux, historiquement, c'est des gens qui ne les écoutaient pas forcément, parce que les problématiques étaient différentes. Eux, ils développaient. L'informatique du site, c'est de l'informatique de gestion. Donc déjà, il a fallu que ces gens se parlent, se connaissent, discutent entre eux. Et puis maintenant, on les considère quasiment comme des informaticiens, c'est qu'on leur diffuse les informations. Il faut bien voir hein, qu'on a des sociétés partout dans le monde, c'est un petit peu complexe, donc il faut vraiment que ces gens-là sachent quelle est la problématique de la sécurité des systèmes d'information. Quand on rencontre une problématique sur un matériel industriel, en fait, on essaye simplement de reproduire le paramétrage du master, hein, de sécuriser, et puis quand ce n'est pas possible, eh ben, on essaye de trouver des contournements, des solutions palliatives. Et aujourd'hui, hein, à l'heure qu'il est, dans cette problématique de mise en place des systèmes, c'est vraiment la communication et l'explication qui est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une situation figée, c'est-à-dire que ces gens-là vont acheter l'année prochaine ou les mois qui suivent du nouveau matériel, et il faut que systématiquement, ils aient le réflexe de prévenir l'informatique ou leurs collègues de l'informatique pour dire attention, dans 6 mois, je vais venir brancher telle machine, et qu'est-ce que tu en penses? Ça, pour nous, c'est vraiment un réflexe essentiel à faire naître chez les équipes. Les axes d'amélioration pour les années à venir, c'est augmenter les contacts avec des sociétés qui ont les mêmes problématiques. Oui. Cette démarche, est-ce que vous avez rendu une étude de besoin de sécurité obligatoire? Alors, oui, chaque année, on remet à jour ces listes. Et on les audite. Mais une étude de sécurité, je ne sais pas ce qu'on entend par là exactement. Enfin, chaque année, on fait une étude de risque. Enfin, on va dire, on fait une étude de risque dédiée à ce matériel. On veut une liste par site. Et chaque année, on fait évaluer les risques en local par les spécialistes qui gèrent ces matériels. C'est-à-dire que nous, à l'informatique, par exemple, je ne peux pas dire instinctivement si un matériel est dangereux ou pas, par exemple. Ah, avant acquisition. Alors oui, c'est vers ça qu'on tend. Simplement, il faut savoir que l'informatique va avoir peu de poids. Quand vous achetez une presse ou quelque chose comme ça, la notion de système d'information, aujourd'hui, elle n'a pas énormément de poids dans le choix du produit. Hein. Souvent, il n'y a même pas de choix. Et souvent, il n'y a pas de choix. Oui. On arrive facilement à faire corriger des systèmes informatiques dans des presses comme ça? Non. Dans du Windows XP, par exemple? Alors, en fait, c'est plus simple à la limite. Vous arrivez, vous voyez quelque chose qui clignote dans la presse, vous posez des questions, personne n'est au courant de ce que c'est, puis il y en a un qui va vous dire bah oui, effectivement, il y a un ordinateur avec la clé USB, on va mettre des données. Voilà. Donc la première question, c'est si ça tombe en panne, qui est-ce qui s'en occupe? Et là, il y a un grand blanc. Et puis, déjà, le progrès, c'est de savoir qui est le mainteneur. Si c'est compris, d'avoir les arrêts. Ça ne se passe pas forcément en France. Hein. Mais déjà que l'ingénieur du coin réalise qu'une presse, ça ne tombe pas en panne au même rythme qu'un PC qui est dedans. Qui, lui, au bout de 10 ans, en environnement industriel, il y a quand même des chances que... Et l'idée, c'est d'anticiper le risque quand il va tomber en panne. Hein. Ce n'est pas d'attendre, parce que le jour où ça va se produire, on est sur des chaînes de production qui ont plusieurs mois. Enfin, on peut arrêter un mois de production, par exemple, comme ça. Et, ça arrive quels que soient les pays. Hein,
moi, ce que j'ai constaté, c'est que les matériels informatiques qui étaient dans ces systèmes ont été faits vraiment dans une optique très court terme. Très court terme. Une presse, on ne peut pas changer ça tous les 10 ans, hein, c'est des choses énormes. Hein. Vous avez abordé beaucoup de choses, entre autres sur l'hygiène et puis dans le 27002. Il y a 2 points que je ne crois pas avoir trouvé, mais je suis peut-être passé à côté. Le premier, c'est la sensibilisation globale, un peu. Alors, on parlait des mesures. Il y a ça. Il y a ça. Alors, je fais bien la différence entre sensibilisation et communication, puisque la sensibilisation doit être vérifiée pour s'assurer de l'acquisition. Oui. Et alors, comme vous parlez beaucoup de clés USB, on sait que ça fait partie de la sensibilisation de base. Donc dans les axes d'amélioration, vous pensez, et puis je garderai mon deuxième point juste après, vous pensez axer plus, je sais pas, des serious games, des tests, de l'e-learning, je sais pas, quoi que ce soit, peut-être pour qu'il y ait un niveau uniforme de connaissance sur l'hygiène, on va dire, informatique. Oui, donc en fait on a communiqué par exemple sur la sécurité des données. Quelles sont les données sensibles que les utilisateurs sachent, les choses qu'on ne doit pas mettre sur une clé USB par exemple. En environnement multinational, international, les résultats sont différents suivant les pays. Il faut voir que, par exemple, vous prenez l'Inde, il y a des endroits où on parle plusieurs langues. Les gens ne parlent pas forcément bien anglais et ne vont pas forcément bien comprendre le document qu'on leur envoie, surtout qu'autour d'eux, tout le monde fait autrement. Donc oui, on fait ça, mais la portée peut être différente. En fait, on a 2 axes. Le premier, c'est communiquer, puis le deuxième, c'est quand même vérifier derrière. Et lors des audits et des contrôles, c'est là qu'on fait, vraiment de la sensibilisation avec le management local. Et la deuxième, alors j'ai vu un certain nombre de systèmes de surveillance, spam, antivirus, etc. Par contre, et c'est peut-être pas le cas, hein, il n'y a peut-être pas de besoin, j'ai pas vu de choses autour de la corrélation de log et détection d'incidents autres. Oui, alors c'est un peu ça. C'est un peu ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de remontées de logs. C'est quand même complexe. Alors, on maîtrise bien chaque console uniformément. On aimerait bien faire des croisements. Mais il faut voir qu'on a des effectifs très réduits et que c'est assez complexe. Mais oui, ça serait une piste vraiment qui est envisagée. Oui. Ouais. Oui. Est-ce que vous faites du test de sécurité sur vos produits? Les produits que vous vendez? Alors, dans nos produits, on n'a pas d'informatique. On a des produits industriels, très peu. Il n'y a pas de micro-logiciel? Non. Non. On commence à connecter certains de nos produits. Et là, effectivement, on a bien fait de prendre le projet vraiment en amont, parce que les gens qui avaient commencé à développer un truc qui était génial, mais moi, en tant que RSSI, j'aurais jamais acheté le truc, quoi, parce que c'était, en gros, est-ce qu'on peut aller se connecter chez nos clients, genre centrale nucléaire, pour voir si ça tout marche bien. Je dis, non, ils ne vont pas accepter. Donc, au niveau marketing, ce n'est pas un bon plan. Mais par contre, oui, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de naître. C'est-à-dire qu'en gros, vendre le produit, mais aussi la maintenance avec une surveillance des performances. Oui, ça, c'est vraiment une piste. Mais ce n'est pas vraiment de l'électronique. Mais les systèmes d'information, ouais, sont concernés, tout à fait. Moi, je confirme, j'étais invité à un salon qui s'appelle Smart Industries à Villepinte. Il n'y avait que des stands de fabricants d'automates et de machines-outils. Mm-hmm. Il n'y en avait pas un seul qui incluait la télémaintenance à l'insu de votre plein gré de tous ces outils, avec tout dans le cloud, tout par Internet, tout par du matériel propriétaire. C'est-à-dire qu'on découvre des dizaines de fabricants de routeurs dont on n'a jamais entendu parler, nous, informaticiens. C'est assez sidérant. Et le tout sans aucune sécurité de manière systématique. Et on découvre, ça vaut le coup de faire le tour des stands dans ce type de manifestation, parce qu'on découvre vraiment un océan d'insécurité qui dépasse l'imagination. Et c'est comme ça qu'il nous explique, c'est ça l'avenir, c'est l'usine 4.0. C'est notre avenir à nous dans la sécurité. Je pense qu'il y a de quoi faire. C'est absolument très impressionnant et tout à fait sidérant.
D'autant plus que, par exemple, la fausse bonne idée de la maintenance à distance d'une machine-outil, quand vous parlez de ça à un véritable mainteneur, un responsable de maintenance sur une usine, il vous dit surtout pas, hein, si quelqu'un a le bras dans la machine à ce moment-là. Donc il faut faire vraiment, si vous faites ça, vous pensez, il y a des gens qui pensent qu'ils vont économiser la venue d'un consultant d'Allemagne, un spécialiste de la machine. Mais non, en fait, vous prenez un risque de sécurité énorme. Si vous faites ça, il faut tout un protocole extrêmement lourd. C'est pas forcément une bonne idée. Donc c'est pour ça que quand je parle d'inclure vraiment les responsables métiers à ce genre de réflexion, c'est vraiment fondamental. Donc oui, effectivement, l'exploitation des logs de sécurité, ouais, c'est un problème. Le problème qu'il y a surtout, c'est le niveau de détail. La foule de données qu'il faut croiser, c'est quand même très très complexe, quoi. Et sur le contrôle d'accès réseau, vous en avez un petit peu, partout, nulle part, ou c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire pour vous aujourd'hui? Si, on a du contrôle partout. En fait, on a très peu de points de sortie déjà. Oui. Et puis au niveau des points d'entrée, il y a un VPN pour le groupe qui est contrôlé centralement. Oui. Mais si alors vous avez des usines un peu partout, ouais. On peut imaginer qu'en Europe, c'est peut-être un peu plus sécurisé physiquement que dans d'autres pays. Et si, en tant que pirate, je vais plutôt dans ces autres pays et que je me connecte au système d'information, ouais. C'est un problème ils ont été testés comme les autres sites. En fait, c'est les mêmes solutions partout qui sont gérées centralement. Donc, c'est pas plus facile de rentrer en Chine que de rentrer sur un site allemand, en Allemagne. Voilà. Je ne dis pas que c'est le niveau de sécurité est vraiment très, très dur, mais c'est homogène. Ouais, c'est homogène. Et comme vous n'avez pas de gestion de données personnelles, vous ne serez pas inquiété par le règlement européen sur la protection des données personnelles? Oui, alors je n'ai pas parlé de ça, mais effectivement, les règlements, quand vous êtes dans plein de pays, les réglementations sont un petit peu compliquées à mettre en place. Par exemple, on a des données de nos collègues qui peuvent être centralisées, par exemple. Alors, ce n'est pas des données... on n'a pas de clients, on n'a pas de données clients centralisées, mais ne serait-ce que les salariés, ouais, ça peut poser des problématiques. Vous avez des règles dans certains pays, comme, je ne sais pas si quelqu'un connaît, les règles ITAR aux États-Unis, qui sont extrêmement complexes à respecter. Et en fait, ce sont des règles de protection des intérêts états-uniens, mais il y a la même chose qui est en train de naître en Chine, en Inde et tout ça. Et les sociétés de notre taille vont avoir beaucoup de mal à respecter ça, parce qu'en fait, ils veulent localiser les données. Est-ce que, justement, pour revenir sur la partie difficulté matériel informatique à l'intérieur des grosses machines, oui. Vous êtes arrivé à une solution, vous avez dû arriver à une solution ultime qui est de dire cette machine-là, elle peut absolument plus, elle est tellement sensible, oui. Fragile côté informatique, qu'on ne peut absolument pas la mettre sur le réseau. Et alors, si oui. les données y injectées, comment ils procèdent? Alors, oui, c'est arrivé, mais c'est simplement une question de coût. C'est-à-dire que la mise à jour coûtait beaucoup trop cher. C'était une machine de contrôle où le contrôle est uniquement visuel, c'est-à-dire qu'on met le produit, ça vous dit c'est bon, c'est pas bon. Donc là, il n'y avait absolument aucun intérêt à brancher ça sur le réseau. Il fallait changer tout le système en fait. Donc on a dit non, on le découpe. Quand vraiment on ne peut pas faire autrement, on fait un truc. Il y a un truc tout bête par exemple, c'est identifier les clés USB. Vous marquez la clé USB, tout le monde est au courant qu'il faut utiliser uniquement cette clé-là, que le système doit être scanné de temps en temps. Voilà. Mais ça, c'est très rare. C'est très rare. Mais ça, c'est terrible. Bah, justement, la machine G2, c'est ce qui s'était passé. Et après, pendant la période transitoire, jusqu'à ce qu'on fasse l'investissement, on va dire, de mettre à jour le matériel. Mais l'investissement finit par être violent, de toute manière. Ça dépend du matériel, c'est quand le jeu en vaut la chandelle, mais dès qu'il s'agit de sécurité physique, en général, chez nous, l'investissement est fait. Ouais. Et l'investissement est fait quand le patron du site comprennent le risque associé. Parce qu'en fait, eux, ils ne voient pas bien le risque qu'il y a à laisser une machine XP contrôler, par exemple, le refroidissement d'un four. Est-ce qu'ils comprennent plus le risque financier si la machine s'arrête que le risque... Ce qu'ils comprennent, c'est le risque physique. En premier. Et ensuite, le financier, ouais, tout de suite. Tout de suite. Par exemple... ouais. Et c'est important d'avoir ce retour aussi des utilisateurs, parce que pour vous, informaticien, on peut avoir deux imprimantes, pour vous, c'est pareil.
Une imprimante sur un site, sur une ligne de production qui va par exemple imprimer quelque chose sur le produit, ça, si ça s'arrête, vous ne livrez plus. Et donc, cette vision métier est très très importante, en fait. Enfin, c'est là qu'on a de la valeur ajoutée, je pense. Très bien, merci.